Bienvenue dans Chasse Passion. Alain Jouan invite l'équipage de la Bilbaude chasser le renard dans la Sologne des étangs. Maître d'équipage, Patrick Pitou a composé sa meute de chiens Foxhound, Poitevin et anglo-français voici 15 ans. Portrait. Ensuite, nous visiterons un atelier de trompe de chasse à Blois. La Sologne est un pays d'étangs, de forêts et de landes de bruyères. Pays de quiétude, Irène et Alain Jouan y passent de très nombreux week-ends dans leur propriété d'agrément dite Chantelouze, à Marcilly-en-Gault dans le Loir-et-Cher. Aujourd'hui, ils y accueillent Patrick Pitou, maître d'équipage de la Bilbaude, pour y chasser le renard. Plus tard dans la journée, ce prédateur se moquant des limites de la propriété, nous suivrons l'équipage sur un territoire voisin où le renard sera pris par les chiens en déterrage. Alors Alain, nous sommes sur quel territoire? Chantelouze, Marcilly-en-Gault dans le Loir-et-Cher en France. C'est la Sologne en plein? C'est la plaine Sologne, c'est la région qu'on appelle la Sologne des étangs. C'est une région, là nous sommes sur un petit contrefort de la vallée de la Saudre. Et c'est la première partie en déclivité vers le bassin versant du Cher. Alors nous sommes chez vous. Oui. Vous connaissez bien votre domaine. Oui, je commence à Quel connaître. biotope est-ce que nous allons parcourir ce matin? Alors on va parcourir un biotope. Nous sommes en majorité en forêt. On a les 3/4 du territoire en forêt, le dernier quart en étang et plaine. Donc c'est un territoire qui est assez favorable pour le développement du renard. Et c'est pour ça qu'on a invité un équipage de renards, amis, à venir chasser aujourd'hui où il fait très très beau. Alors, vous connaissez le type de gibier que vous avez sur le domaine? Alors on a principalement du chevreuil, on a quelques grands animaux, cerfs mais très occasionnels, beaucoup de sangliers, donc c'est le gros problème aujourd'hui lors de cette chasse au renard, et de ne pas mettre les chiens sur des sangliers et d'attaquer un animal qui soit l'animal que l'on veut chasser. Vous pratiquez différentes chasses? On pratique évidemment en premier la chasse du canard puisqu'on est dans la Sologne des étangs. Donc c'est une saison qui commence au mois d'août et qui se termine fin janvier principalement. On chasse donc au fusil, à tir. On chasse à pied soit le lièvre à court ou le renard en déterrage. Et on chasse à cheval le renard ou les grands animaux chevreuil ou cerf. Mais on n'attaque pas de cerf sur la maison, parce que le territoire n'est pas très important. Et on a plusieurs équipages de cerfs ici en Sologne, en particulier l'équipage de Cheverny, qui lui chasse, organise ses chasses, soit en forêt de Cheverny, soit sur les forêts domaniales de Boulogne ou de Boulogne, de Russie et d'autres massifs. Le problème du renard, c'est que on peut très bien fouler et ne pas trouver de renard ne pas avoir de renard pendant 2-3 fois, et d'un seul coup se retrouver avec une densité de renards. Tout dépend des déplacements des animaux. Mais les territoires sont quand même assez... c'est un animal assez erratique qui peut être de passage. S'il a été dérangé, ne serait-ce qu'il y a 15 jours, 3 semaines ou 1 mois, il ne reviendra pas au même endroit, ou très occasionnellement, uniquement pour chasser. Et c'est pour ça que nous attaquons assez tôt le matin pour le trouver en dehors de son terrier. Bien, donc voici le plan de Chantelouze, territoire sur lequel nous allons chasser aujourd'hui. L'endroit où nous étions tout à l'heure est ici, les écuries sont là, le rendez-vous est ici. Alors nous allons attaquer, nous allons pressentir une première attaque dans cette zone, qui est une zone entre étang et bois. Cette partie est légèrement vallonnée et les renards aiment bien pouvoir dominer, en fait, les endroits dans lesquels ils vont chasser. Cette plaine est assez découverte. J'ai un poste d'observation qui est situé ici, donc très très près de la maison, qui me permet tous les soirs et les matins d'observer les animaux dans la plaine. Et en fait, les parcours des renards, les renards prennent ces résineux, on a une plantation de jeunes résineux de la ratio ici, prennent ces premières allées. Ils viennent en général de cette partie-là, ils prennent ces allées de pins et ensuite descendent à l'étang où la chasse est très très favorable et très aisée. La deuxième attaque se fera principalement dans cette plaine-ci, où on a un bois avec des anciens terriers de renards. Mais ces terriers sont à l'heure actuelle
toutes petites activités sont très peu fréquentées. Les terriers fréquentés se trouvant plutôt autour de l'étang des Bois. Mais les renards viennent chasser en plaine dans cette zone. Vous avez des petites mares, vous avez donc la possibilité pour eux de mulotter, de prendre des grenouilles, de prendre un certain nombre de petits animaux. La troisième attaque, elle, donc si l'attaque se fait ici, en général, le renard risque de revenir ici dans son lieu favori de villégiature et de vie. La troisième attaque se ferait dans cette zone-ci, qui en fin de compte paraît relativement proche de l'autre, mais est un biotope totalement différent. C'est un biotope de grandes bruyères, de taillis et sous-futaies, assez proche des étangs, donc un terrain très très favorable. Si on attaque dans cette parcelle à renard, on risque très bien de partir dans cette direction. Tout dépend du vent. Je pense qu'aujourd'hui on est en vent de nord-ouest, donc on partira peut-être principalement 3/4 au vent, à moins que le renard décide d'aller dans un terrier dont il a connaissance. Mais la fuite, en général, est 3/4 par rapport au vent. Donc, vent de nord-ouest, le nord-ouest est ici. On risque de partir légèrement nord ou légèrement ouest. Alors Pitou, vous êtes maître d'équipage? Oui, maître d'équipage d'un équipage de renards. Nous chassons en Sologne principalement, vallée du Cher, et on chasse pratiquement exclusivement le renard. Et on chasse aussi quelques sangliers en cours de saison. De quelle meute est-ce que vous disposez? Alors on a une cinquantaine de chiens au chenil, et pour pouvoir découpler entre 25 et 30 chiens à la chasse. Donc la meute est composée de foxhounds, chiens traditionnellement réputés pour la chasse du renard, qui viennent d'Angleterre. Et on a aussi des chiens typiquement français, comme du poitevin et de l'anglo-français, qui sont un mélange de chiens français donc, et de foxhounds. Donc on a une meute qui est assez hétérogène, mais qui nous donne donc de grandes joies pour la vénerie du renard. Explicitement fiancé au renard. Renard sanglier, qui sont des voies qui sont très proches. De toute façon, il est très difficile et apparemment pratiquement pas possible d'avoir des chiens qui ne chassent que le renard. La voie du sanglier et la voie du renard sont des voies qui sont très semblables. Donc les chiens de renard chassent aussi facilement un sanglier qu'un renard. Donc c'est un peu la difficulté dans notre région, c'est qu'il y a une grosse population de sangliers et il n'est pas toujours facile de mettre un renard debout avant des cochons. Alors le renard, c'est pas un animal qui fait un parcours extraordinaire au niveau kilomètre, donc ça permet de pouvoir le gérer sur des territoires relativement gérables, sans embêter vraiment les voisins. Vous connaissez un peu le domaine? Oui, on connaît un peu le secteur, pour y chasser régulièrement, soit à court, soit à tir. Qu'est-ce que vous attendez de la journée? Ce qui nous embête déjà, c'est le temps quand même, parce qu'il fait chaud. Il fait un peu trop de soleil à notre goût. Et malheureusement, quand il ne va plus y avoir d'humidité au sol, la chasse risque de tourner court, quoi, de s'arrêter. Le comportement du renard, c'est de... Le comportement du renard, c'est de se défiler, de fuir, et éventuellement de se mettre dans n'importe quoi, dans un trou, une buse, un arbre creux, pour échapper à la meute, quoi. La meilleure voie pour vous, c'est quel biotope? Disons qu'ici, c'est pas mal, parce que on a quelques plaines, quelques bocteaux. Chasser au bois est toujours plus facile que de chasser uniquement en plaine. Il y a quand même plus de portée pour la voie de l'animal. Mais on est quand même très tributaire des conditions atmosphériques, hein. Donc le temps idéal, je dirais, c'est les chiens qui nous le donnent, quoi. On s'en rend compte quand ils sont par terre. Mais c'est vrai que les voies du mois de mars sont quand même toujours plus délicates que les voies du mois de décembre ou du mois de janvier ou du mois de février.
hein, où il y a des températures et des temps qui sont beaucoup plus stables du matin jusqu'au soir, que là, au mois de mars, on a des temps qui sont des températures qui sont très, très changeantes. On part d'une gelée matinale avec 15 ou 20 degrés l'après-midi. Donc des différences de température sont pas bonnes pour la chasse au chien courant. En ce qui concerne des animaux comme le renard, le lièvre ou le chevreuil, tout ce qui est voie fine, on chasserait un cochon ou un cerf, ça serait déjà beaucoup moins embêtant. Le renard est un animal qui porte de la voix à force de chercher. Le renard a une voix qui est très, très persistante dans les premiers instants, mais qui est très fugace, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas au sol. Hein, c'est une voix qui monte tout de suite. Donc un renard qui est passé un quart d'heure après, la plupart du temps, les chiens ne l'emmènent plus. Donc il est pas rare d'avoir une vue, un animal qui nous est signalé, on amène les chiens sur la voie, sur la brisée, et les chiens ne prennent pas. Et en clair, votre travail par rapport à la meute? Ben, disons que le travail par rapport à la meute, c'est d'appuyer les chiens dans les bons moments, de les arrêter sur des petites bêtises, et puis de les maintenir et de les soutenir tout au long de la journée sur la voie de l'animal qu'on souhaite chasser, quoi. C'est la seule et unique chasse à courre au renard organisée dans l'année. On chasse ici un canidé qui est un animal de la même espèce que le chien et qui a donc des pieds à coussinets qui laissent des voix moins importantes que les ongulés tels le cerf, le chevreuil et le cochon qui, eux, ont des glandes au niveau des pieds et qui laissent donc des voix plus persistantes. Un bon chien d'équipage, il faut éviter d'avoir un chien qui soit trop bon. Ce qu'il faut avoir, c'est une meute. Et une meute est composée et doit être un nombre de chiens qui chassent ensemble. Il faut éviter les individualités, il faut éviter les chiens qui soient trop bons, il faut éviter bien sûr les chiens qui soient trop mauvais, mais il faut des chiens qui chassent en paquet et qui se complètent les uns les autres. Et c'est ce qu'on a en ce moment, on a quelque chose qui est en individualité est loin d'être au top. On n'a pas de chiens top niveau, mais on a un paquet de chiens qui chassent bien ensemble et qui sont spécialisés sur la voie du renard. Aujourd'hui, en début de chasse, ça se présentait plutôt bien? Ça se présentait plutôt mal compte tenu des conditions atmosphériques. Plus on avance dans la saison, plus le temps est chaud et moins la chasse au chien courant est possible. Et surtout la chasse au renard, compte tenu du fait que la voie du renard est une voie qui est très fugace, c'est une voie qui est très persistante au départ. Les chiens, ça les enivre, mais dans les secondes qui suivent, avec les conditions atmosphériques comme on a aujourd'hui, c'est une voie qui monte du sol, qui va en l'air. On commence à l'apercevoir à cheval, donc ça prouve qu'elle est très, très haute, et les chiens, eux, ne l'aperçoivent plus. L'idéal pour le temps, c'est un temps humide? Alors l'idéal, c'est un temps plutôt hivernal, hein. C'est un temps qui est stable au niveau température tout au long de la journée. Et d'une saison comme en ce moment, où on commence par une gelée et on arrive à 25 degrés dans l'après-midi, c'est une catastrophe, quoi. C'est pour ça que nous commençons relativement tôt le matin pour bénéficier de l'humidité du sol. Et en règle générale, si on n'a pas conclu vers 11h ou 12h, c'est une journée qui est morte, quoi. Alors en début de journée, quel est le comportement des chiens? Alors le comportement des chiens en début de journée, ma foi, compte tenu du fait qu'on n'attaque pas sur des renseignements, on n'attaque pas sur une brisée comme sur la plupart des animaux de vénerie comme le cerf, le chevreuil ou le cochon, c'est les animaux qui quêtent, c'est les animaux qu'on attaque à la billebaude, d'où un peu le nom de notre équipage. Donc c'est les chiens qui font tout le travail, qui ramassent, qui quêtent le long des bocteaux, qui quêtent dans les champs et qui ramassent une voix de la nuit, une voix de l'animal qui a fait sa chasse et qui la rapproche jusqu'au gîte de l'animal et il le lance et après on le chasse. Donc il y a tout un travail d'approche au départ qui est fastidieux et qui demande une qualité de chien importante, une bonne finesse de nez et qui demande des conditions de temps qui soient favorables aussi. Et quel est le comportement du renard quand il est chassé? Le comportement du renard, en règle générale, le renard est inquiet dans le sens où c'est plutôt lui qui a l'habitude de chasser les autres. Alors au départ c'est effectivement une fuite et puis une remise dans des ronciers assez impénétrables. Quand il voit que ça commence à cogner un peu fort, c'est uniquement la fuite. Et quand il voit vraiment que ça va très, très mal pour lui, il essaye de se mettre dans n'importe quoi. Donc ça peut être une buse, ça peut être un trou, ça peut être un arbre creux, ça peut être n'importe quoi.
Aujourd'hui, ça a été le cas ici. Aujourd'hui, c'était le cas, ça y cognait très fort et on l'a chassé pratiquement 1 heure. Et bon, la dernière ruse qu'il a pu trouver, c'était de se mettre dans une buse d'étang. Alors à ce moment-là, il y a d'autres chiens qui interviennent. Effectivement, compte tenu du fait de la petitesse des trous, les chiens courants ne font que l'aboyer. Et nous utilisons à ce moment-là des fox, des teckels à poil dur ou des jack russell pour soit faire sortir l'animal du terrier, ou le mettre à la queue. Ça nous permet de pouvoir le prendre à la main, de le relâcher suivant le territoire. Il y a des risques pour ces chiens? Il y a des risques, bien sûr, il y a des risques de se faire mordre. Un chien qui est dans un terrier ou qui est dans une buse, il est, je dirais, à armes égales par rapport au renard. Les défenses sont les mêmes. La pression des mâchoires est à peu près identique, donc il y a autant de chances que le renard se fasse tuer que le chien, quoi. Et en principe, on a des chiens qui sont relativement prudents et qui aboient uniquement l'animal, c'est-à-dire qu'en principe, ils ne font pas prise. Aujourd'hui, on a eu un cas différent. Il nous fallait un chien un petit peu plus hargneux pour pouvoir justement sortir l'animal du trou sans avoir à briser la chaussée et à briser les buses. Francis Bergerac est artisan, fabricant de trompes de chasse. Il est le digne successeur de l'entreprise Chantenay-Belmont, créée en 1896. Visite. Ville charnière entre la Beauce et la Sologne, Blois fut d'abord protégée par un château féodal et installée où le Val nuance sa physionomie en passant du calcaire de l'Orléanais à la craie de la Touraine. La ville s'est transformée en 1503 lorsque les rois quittant Amboise s'y installèrent et avec eux les métiers de luxe. La maison Milliens, fabricant artisanal de trompes, y a fêté son centenaire et sa récente installation pour se rapprocher du monde de la chasse. Aujourd'hui, pour tout un chacun, il existe plusieurs trompes. Les grandes, appelées la Dampierre et la Dauphine, et la petite, le modèle d'Orléans. D'autres encore sont les trompes de lièvre portées en bandoulière. Il faut savoir qu'au tout début, la trompe ne faisait qu'un tour et demi, du fait qu'elle était utilisée par des gens qui avaient des grands chapeaux à plumes. Et donc, l'instrument devait passer par-dessus le chapeau, car on ne retirait le chapeau que devant le roi et dans une église. Donc, au cours des âges, l'instrument est devenu de 1 tour et demi à 2 tours et demi, parce que les grands chapeaux à plumes ont été remplacés par des tricornes, et qu'à ce moment-là, on pouvait réduire le diamètre de l'instrument, jusqu'au modèle qui est fait actuellement, qu'on appelle le modèle Orléans en 3 tours et demi, parce que maintenant, les chasseurs ont des bombes, et donc c'est très facile de le retirer plus aisément. Et c'est beaucoup plus pratique, surtout de l'avoir à cheval avec un diamètre inférieur. La fabrication met en valeur les qualités plastiques intrinsèques des laitons, premier titre au cours d'une série de mises en forme et de brasures diverses que les sonneurs et veneurs sont souvent loin d'imaginer. La fabrication de la bonne trompe de chasse, telle qu'elle est réalisée actuellement, est entièrement obtenue à partir de feuilles de laiton à plat de 0,3 mm d'épaisseur. Un découpage préalable permet d'obtenir les ébauchés avec lesquels la trompe, d'une longueur totale de 4,54 m, est réalisée en 5 parties. Le laiton est un alliage composé de cuivre et de zinc qui donne donc sa couleur jaune, le cuivre étant rouge et le zinc blanc. Le pavillon, réalisé en 2 pièces découpées d'après un gabarit en forme évasée, est mis en forme par martelage à l'enclume. Ce martelage est effectué de l'intérieur de façon à évaser le pavillon. Entre chaque passe, le métal est rougi pour le recuire et donc le rendre mou, tandis que le martelage l'endurcit.
Les pièces sont raccordées par accrochage et brasure à base d'argent parce qu'elle est plus solide. Elles fondent juste avant le point de fusion du métal lui-même. La surépaisseur de la brasure, formée par la pointe et le pavillon, sera écrasée pour redonner une homogénéité à l'épaisseur du métal et le pavillon complet sera lissé, notamment à la main, après martelage préalablement effectué sur une génératrice. Une guirlande décorative est ajustée après avoir glissé un fil de fer ou une corde à piano pour la solidité et la rigidité du pavillon. L'intérieur du cercle se plisse légèrement et il est nécessaire de le remarteler et de le limer. Le pavillon ressemble alors à une trompette droite d'1,15 m de hauteur. Il faut le remplir de résine de pain liquéfié à chaud pour pouvoir le cintrer et lui donner le diamètre exact et définitif. Une fois la résine rendue froide et élastique, ce qui permet de garder le tube cylindrique et sans cassure. Enfin, le noir du pavillon est réalisé par oxydation du métal pour éviter de rajouter toute épaisseur de peinture à ce métal. Les 4 pièces de laiton plus étroites sont étirées sur un mandrin conique grâce à l'emploi d'une filière en métal tendre qui s'agrandit au fur et à mesure de l'avancement et qui fait coller le tube sur le mandrin. L'opération de montage des diverses pièces est prête à se faire à l'aide de soudure d'étain. Après quoi, on essaie l'instrument pour voir s'il n'y a pas de fuite, s'il n'est pas bouché, si la vibration est bonne. À partir de là, il est prêt à être poli. Le polissage final est la dernière opération d'une fabrication digne d'orfèvre et l'instrument de précision dont le son nostalgique charme parfois nos forêts est terminé et ne pèse que 840 grammes environ pour les mètres et 940 grammes pour les piqueux. Il se fait également des trompes de 650 grammes réservées aux virtuoses en partant de feuilles de 0,25 mm. C'est le Stradivarius du genre.
Votre prochain rendez-vous est une chasse à courre aux lièvres dans le Loiret, où Hubert Bodino nous fait part du travail de l'équipage de la Rabolière. À bientôt dans Chasse Passion.